Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Merci pour cette introduction quasi si élogieuse que maintenant je ne peux que vous décevoir. Alors je vais quand même faire mon possible pour partager avec vous effectivement des fondements d'une révolution qui est en train d'impacter la société à tous les niveaux. À peu près comme il y a 20 ans, le digital est arrivé et on trouve dans les entreprises les CDO, Chief Digital Officer. J'attends pour demain le CNO, Chief Neuroscience Officer, qui n'est pas le DRH, hein. C'est celui qui va s'occuper du bien-être de tout le monde. Alors c'est peut-être un peu le DRH, mais il a d'autres missions en plus. Donc mon idée avec vous, c'est de partager cette révolution et vous donner quelques outils sur ce que cette neuroscience est en train de nous révéler quant à définir ce qu'est l'humain. Quelle est cette force qu'on appelle la motivation? Bien, vous le savez, vous êtes des managers, on ne motive pas les gens, on leur fait confiance. Parce que la motivation, c'est une force égocentrée. Ça ne marche pas avec les injonctions. Remue tes fesses, bouge-toi, fais ceci, fais cela. On n'y arrivera jamais. On fait confiance. C'est-à-dire qu'on va faire le nécessaire pour que les conditions permissives puissent s'épanouir, pour que cette force, enfin, puisse s'exprimer. Une force que l'on a dans les premières secondes après la naissance. Et toute notre vie que nous allons porter avec nous, puisque quand vous naissez, quand nous naissons, nous ne sommes pas finis. Notre maman nous a expulsés de l'utérus bien trop tôt. Et donc du coup, comme on n'est pas fini, on va avoir de cesse que de vouloir acquérir des nouvelles compétences. Et ça ne s'arrête pas quand on sort de l'école. C'est toute notre vie que l'on aura de cesse de vouloir se transformer. Donc, avec moi, si vous voulez, on verra ensemble, si je peux avoir la première diapositive, voilà, les connaissances, comme vous montre ce cerveau qui vous tend, les mains qui vous tendent un cerveau, eh bien on verra ensemble les révolutions que cette découverte ou ces découvertes, cette connaissance, ce corpus des connaissances, sont en train de nous révéler quant aux traits de l'humain, la définition du plaisir, la définition du désir, on vient le trouver incarné dans ce 1,5 kg à peu près de matière grise que l'on a entre les oreilles. 4 points, pour faire bref. Le premier, c'est de vous indiquer que le cerveau est l'outil du changement. Le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. On le verra dans mes activités, j'accompagne des personnes qui malheureusement subissent les troubles de la maladaptation, stress chronique, dépression, burn-out, anxiété. Eh bien, on verra que ces troubles de la maladaptation, c'est quand le sujet ne donne plus du sens au changement. Les bras lui tombent. Et donc, nous devons tout faire pour que toute personne soit un acteur de ce changement et puisse lui donner du sens. Encore faut-il, pour donner du sens au changement, que l'on respecte le deuxième point, qui va être le tempo. Et si on doit effectivement, ensemble aujourd'hui, esquisser le profil idéal du manager neuro-amical, donc le manager qui prend soin de son cerveau et surtout de ceux avec qui il évolue, qu'il travaille, eh bien, évidemment, l'objectif est de respecter un certain tempo. Le tempo qui nous permet, quand je reçois de l'information, de comprendre et pas uniquement de rester dans le savoir. Transformer le savoir en comprendre, c'est une rumination, on a besoin de temps. Si je suis face au temps digital, je suis condamné à savoir et pas comprendre. Mon troisième point sera de vous montrer qu'il y a une dimension de nouveau temporelle par rapport au cerveau, c'est le désir. Et le désir, on va simplement l'esquisser sur la base d'une simulation mentale de la récompense à venir. C'est ça la définition neurobiologique du désir. Je répète, la simulation mentale de la récompense à venir. Je ne la consomme pas. Je ne vis pas le présent. Vous voyez, celui qui vous envoie des mails et qui veut une réponse 5 minutes plus tard, d'ailleurs, il vous interpelle, mais comment tu n'as pas répondu à mes mails? Et que vous apprenez que le mail a été envoyé à 5 minutes, alors lui, il faut le prendre à part et le traiter. Il est nocif pour lui et pour les autres. Parce qu'il n'est que dans une seule dimension du temps qui est le présent. Je veux tout ici et maintenant. Or, le cerveau est un organe qui nous permet de voyager dans le futur. Alors surtout, il ne faut pas s'en priver.
Et ce voyage dans le futur, cette simulation de la récompense à venir, je ne la consomme pas, je la simule, c'est le désir. Et on verra ce qu'il faut faire pour que nous restions tous des êtres porteurs de désir. Et enfin, si j'ai assez de temps, mais là je vais arrêter de faire des effets d'annonce, car je pense avoir déjà consommé beaucoup trop de temps, mais on parlera du cerveau social. En fait, on donnera la raison d'être ensemble aujourd'hui. Il se passe plein de choses dans notre cerveau quand on est ensemble, et ceux qui n'ont pas compris ça, un jour, ils seront ubérisés. C'est-à-dire qu'ils vont travailler comme des algorithmes. Eh bien, il faut comprendre que quand on va au travail, on apporte une valeur ajoutée qui va être l'expression des émotions, qui va être la capacité de prendre des décisions sur la base, non pas uniquement que des processus automatiques et rationnels, mais aussi émotionnels. Et une partie de ces émotions, elles sont évidemment générées par nous-mêmes, mais aussi transmises par les autres. Et on verra, si j'ai assez de temps, s'il y a des questions, ce qu'on peut définir comme étant les propriétés de l'intelligence collective. Pourquoi on voit bien ces formes apparaître aujourd'hui, des réseaux sociaux, pourquoi il y a une telle appétence? Bon, si je n'ai pas le temps, je vous donne la conclusion. C'est parce que le cerveau humain est une chambre d'écho de l'autre. Quand l'autre n'est plus devant moi, il continuera à raisonner. Quand je lui enverrai des mails, des tweets, je ferai comme un singe qui va témoigner à l'autre le respect du dominant et du dominé, ou d'une certaine fraternité, par le fait qu'il va les pouiller. Ben, quand vous envoyez des tweets pour dire « t'es où là », pas des tweets, des tweets, « t'es où là », ben, vous simplement témoignez à l'autre qu'il occupe encore une petite place dans votre cerveau. C'est ce que j'appelle de l'épouillage commérage. Vous voyez ? C'est pas du sémantique. Vous ne dites pas t'es où là et c'est pas Kant. Vous ne faites pas référence à Sénèque ou à d'autres philosophes. Vous voulez témoigner l'existence d'un lien qui vous lie à l'autre. Voilà, donc ça c'est la dernière partie. Bien, j'espère qu'on a arrêté le temps parce que je n'ai pas commencé. Hein. Premier point, donc, c'est d'abord, avant tout, de vous dire que les neurosciences vont nous aider justement à comprendre pourquoi il y a des résistances au changement. Pourquoi, quand nous sommes devant une entreprise, alors pas la vôtre, mais celle du compétiteur, si vous allez compter 100 personnes qui viennent travailler, vous en avez compté que 12 qui sont motivés. Mais dans quel système sommes-nous en train d'évoluer quand on a un système qui produit quasiment 90% de gens démotivés? Et dans ces gens démotivés, vous avez les démotivés passifs, ceux-là ils ne font pas encore trop de bruit, mais vous avez les démotivés actifs. Ceux-là, dans un 8 barré, vous ramez pour montrer le tempo, et eux ils sont au fond et ils rament à l'envers pour vous freiner, vous voyez? Désactivés, démotivés, passifs et actifs. Bon, donc voilà, les neurosciences nous expliquent quelles sont les conditions permissives pour que les sujets devraient rester motivés. Par rapport aux forces du changement, eh bien, j'aimerais simplement vous montrer que ce que vous voyez derrière moi, cet objet que l'on admire de plus en plus dans tous les magazines, avec des belles couleurs, nous témoigne d'une certaine architecture. Alors, ce n'est pas un plat de nouilles, mais c'est vraiment des circuits neuronaux. Eh bien, ces images-là sont fausses. Car avant, et je vous le dis modestement, et après cette intervention, puisque vous faites face à de l'information nouvelle, eh bien, il y a des changements structuraux qui opéreront dans votre cerveau. C'est-à-dire que la seule image que nous devrions garder de notre cerveau, pour ceux qui êtes allés à Barcelone, vous avez probablement visité ou vu une basilique qu'on appelle la Sagrada Familia. Eh bien, notre cerveau, c'est la Sagrada Familia. Il y a des grues depuis la naissance de cette basilique, et vous devez, à votre âge, continuer à garder les grues. Car tant que cet organe restera en chantier, vous serez quelqu'un qui continuera à se développer, à acquérir de nouvelles compétences. Et le jour où vous allez dire « Ah ben non, cette application, ah ben non, ce nouvel outil, c'est pas pour moi », alors là, vous décidez de mettre un âge à votre cerveau. Dans mon laboratoire, on a inventé une technique qui nous permet de faire de l'archéologie. Et donc, on va dans le cerveau. Alors, je vous rassure, c'est post-mortem, on débite les cerveaux en tranches. Et on a des techniques qui nous permettent de savoir quel âge ont les circuits. Alors, j'attends l'arrivée du cerveau de D'Ormesson, j'espère qu'on va l'avoir. Et je suis certain que si vous tombez sur des circuits qui ont 85 ans, un peu plus loin, vous verrez des circuits qui ont 13 ans, 14 ans, un adolescent.
Vous voyez, et en même temps, il y a aussi chez des jeunes, parfois, plus rien qui s'est produit. Vous voyez, donc en gros, je suis en train de vous dire que le cerveau, il a l'âge qu'on veut bien lui donner avec ce qu'on fait. Mais il est le seul organe à échapper à la flèche du temps. Alors que les muscles, la peau, les vaisseaux, tous ces tissus témoignent de l'impact du temps. Donc c'est comme ça que la médecine légale existe. Eh bien, quand vous regardez un cerveau sous un microscope, vous ne pouvez pas dire quel âge a le sujet, mais vous pouvez dire qu'est-ce qu'il faisait avec son cerveau. En vertu de ce principe que le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine, eh bien, c'est simplement faire écho à ce que nous disait Hannah Arendt quand elle définit l'homo sapiens comme étant l'homo faber, l'homme qui fabrique. Vous avez ici une main qui tient un crayon. Bon, effectivement, il y a des ingénieurs qui inventent des outils. Steve Jobs est passé par là. Et donc, ce que montre cette lithographie de Martin Escher, le père de l'école des surréalistes, c'est une main qui tient un crayon, mais que fait le crayon? Il dessine une main, et la main artefactuelle qui vient d'être dessinée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie le géniteur. Quand Steve Jobs est passé et que j'utilise Google pour trouver de l'information, je suis en train de changer ma stratégie mnésique. Moi, je ne suis pas un millénium. 1515 égale Marignan. Alors ça, je ne sais pas comment ils vont traduire là-haut. Mais le digital native, vous l'interrogez, il va chercher sur Internet, il vous donne la réponse. Vous l'interrogez un mois plus tard. Tu te rappelles la question que je t'avais donnée à réfléchir? Ah non. Tu te rappelles la réponse qu'une fois que vous lui donnez la question? Ah non. C'est intéressant. Il n'a pas développé de mémoire sémantique. 1515 Marignan, il s'en tape. En revanche, ce qu'il a gardé en mémoire, c'est le process. Et ça, c'est astucieux. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'humanité, avec le digital, a décidé d'externaliser les fonctions cognitives. On a mis notre cerveau, vous savez, on parle de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche. Moi, j'aime bien parler aussi de mon troisième hémisphère, c'est l'iPhone. C'est mon téléphone, c'est mon ordinateur. C'est tous ces objets-là qui sont des formes d'externalisation de ma pensée. Mais vous savez bien, vous êtes dans le management, quand on délègue, on ne va pas évidemment faire le travail nous-mêmes. Ça veut dire qu'on doit tous changer de stratégie cognitive. Je ne vais plus m'embarrasser de mémoire sémantique, je développe ma mémoire procédurale, comme nous le montrent les milléniums. Et cette idée que le cerveau se transforme par l'usage des outils, eh bien, ce n'est pas parce qu'un jour j'aurais lu 50 nuances de gris et que j'ai appris qu'il faut se faire du mal pour faire du bien. Non, c'est simplement, quand vous regardez l'Odyssée de l'espèce humaine, vous voyez que pendant des millions et des millions d'années, plus de 8 millions, voire 10 millions d'années, notre cerveau est resté à 500 cm3. Je peux vous dire, avec 500 cm3, vous n'ouvrez pas une canette de bière, vous ne mangez pas des chips devant la télé. Vous ne pouvez rien faire. D'accord? Mais 500 cm3, c'était suffisant pour se nourrir, quand on avait juste à s'abaisser pour ramasser des fruits, puis de temps en temps, manger un peu de protéines, donc on avait un animal mort et on mangeait un cadavre. Voilà, ça suffisait. La température nocturne et diurne était de 25 degrés, donc nous étions dans un écosystème stable. Et regardez ce qui a permis le développement du cerveau, puisque là vous avez le volume du cerveau. Ce qui a permis le développement du cerveau, ce sont ces points avec des lettres que l'on peut qualifier de points disruptifs. En A, vous avez l'invention du feu. Quand on crie à table, c'est un événement très social puisqu'on va partager des émotions en mangeant. Avant, on disait, tiens, j'ai abattu une biche, tu vas marcher, tu vas traverser le bois, en sortant, tu vas trouver l'animal mort. Chacun allait manger à son rythme, tout seul, face à un animal mort, et quand vous mangez de la viande crue, il n'y a pas beaucoup de goût, il n'y a pas beaucoup de points de vue à échanger. Quand on cuit, ce n'est pas pour rien qu'on compte, quand on fait des statistiques dans un État, les foyers, parce que ce sont des entités, des communautés d'opinion, qui sont plus ou moins semblables. Et donc, là, je vous refais Claude Lévi-Strauss, le cuit et le cru notamment. C'est-à-dire que l'invention du feu, c'est le partage, c'est la viande qu'on va cuire, c'est un aspect très social. B, on va tomber des arbres. Il y a un réchauffement climatique, les feuilles tombent et les ébauches d'Homo sapiens vont tomber. Et là, il va y avoir des migrants sur la planète, là aussi. Et à ce moment-là,
on va, avec la bipédie, découvrir un écosystème qui n'est plus stable. On va découvrir la mer, on va découvrir des montagnes, la neige, le froid. Là, il va falloir, il n'y a pas encore Hermès pour trouver nos fourrures et inventer de quoi se défendre dans l'adversité. Et on va faire appel au cerveau. Car l'autre mode opératoire qu'on peut utiliser quand on veut s'adapter, c'est le darwinisme. Mais je peux vous dire, ceux qui ont fait appel au darwinisme pour s'adapter, il y en a beaucoup qui ont disparu. Hein. Les dinosaures, par exemple. Vous voyez, c'est l'archétype de l'entreprise pyramidale. Le DG, en haut, c'est le Tyrannosaurus. Et puis le Diplodocus, c'est le dinosaure herbivore. Ben, quand il y a eu une météorite qui tombe dans le Yucatan et qui déclenche une éruption volcanique, l'écosystème n'est plus stable. La planète, pendant 6 mois, est recouverte de cendres, les feuilles tombent des arbres, les herbivores disparaissent, et donc le Tyrannosaurus, le carnivore, tombe et disparaît. Il n'avait de cesse que de vouloir s'adapter au changement par la génétique, par le darwinisme, sélection, élimination, prédation. L'humain invente un autre mode opératoire qui est la pensée, le cognitif. Et on va voir dans le point C, par exemple, que c'est l'événement social, on invente l'écriture, la pédagogie, on va maîtriser la nature. Et si vous regardez bien, le point D qui n'y est pas, donc vous ne le voyez pas, c'est le digital. C'est encore, de nouveau, cette même continuité où l'on va vouloir démultiplier les forces cognitives parce que c'est ce qui nous permet de nous adapter au changement. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, la source du changement, c'est le digital. Donc Cisco nous fait une prévision. Si en 2015, il y avait 3,5 objets connectés par terrien, 5 ans plus tard, on aura doublé. Donc vous comprenez que si le cerveau se nourrit du changement, aujourd'hui, la source du changement, c'est le digital. Et ça, c'est mon deuxième point maintenant. Je vous laisserai mon diaporama, hein, si vous voulez plus tard répéter à la maison. Le problème du digital, s'il est salutaire et donc une source de changement, il a un seul et unique problème, c'est son tempo. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle Worldometers, vous pouvez aller le consulter tout à l'heure ou même pendant que je parle, bien que le cerveau n'est pas multitâche, faites attention. 7,6 milliards de terriens et par jour, nous échangeons 250 milliards de mails. C'est bien plus que le cerveau ne peut traiter. Et donc, la plupart du temps, cette information nous arrive trop rapidement. Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention. Dans le profil idéal du manager neuroamical, la première mission qu'a ce manager neuroamical, c'est de nous protéger contre l'infobésité. L'infobésité, c'est lorsque je reçois de l'information qui me fait savoir mais pas comprendre. Vous voyez, le manager neuroamical, il reçoit un mail, il n'en envoie pas à 40 personnes. Il va plutôt au contraire être le filtre. 40 mails et il en envoie un seul. Avant d'appuyer, il réfléchit. Donc ça, c'est la première démarche que nous devons tous avoir, c'est nous protéger contre l'infobésité, le trop d'informations. Parce que le seul et unique danger, avec le digital et notamment l'infobésité, c'est de voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chiffres romains de nos cadrans, de nos montres, être remplacés par des logos. C'est-à-dire que l'impression discrète du temps physique, où vous avez la possibilité de savoir ce qu'est une minute par rapport à une heure par rapport à une journée par rapport à un an, ça, ce sont des poupées gigognes, et on voit très bien un temps discret. Mais avec le digital, on n'a plus du tout cette valeur de temps discrète, on a plutôt affaire à un temps continu. Un temps qui a fusionné et qui connaît qu'une seule dimension, alors que notre cerveau nous permet de connaître 3 dimensions temporelles, le passé, le présent et le futur. Avec le digital, je ne connais qu'une seule dimension, c'est le présent. C'est je veux tout ici et maintenant. Donc, on va voir un petit peu quels sont les enjeux, puisque l'humain doit trouver sa place par rapport à ce qu'il a produit lui-même dans ses outils digitaux. Et comme je vous l'ai dit, c'est un processus d'externalisation. Donc il va falloir comprendre que quand on vient au travail, si on a décidé de déléguer
des tâches cognitives à des objets connectés qui sont asservis à ma pensée, moi, en tant qu'humain, je dois réfléchir quelle est la valeur ajoutée que j'amène au travail. Vous voyez? Et pour comprendre ça, il y a eu mars 2016. Mars 2016, bon, vous savez, il y a avant et après Jésus-Christ, mais il y a eu aussi maintenant, pour l'humanité, avant et après Lycédol, le joueur de Go, le meilleur mondial, qui entame sa partie contre le jeu de Go. Et il dit, terrien, vous pouvez dormir tranquille. Certes, Garry Kasparov, en 1997, s'est fait battre par une machine de chez IBM qui s'appelait Deep Blue, mais c'est normal, le jeu d'échecs, c'est un jeu mnésique. La mémoire, donc comme les puces de nos processeurs doublent tous les 18 mois, il est normal qu'à un moment donné, la vitesse de calcul et le stockage nous permettent d'avoir les capacités du meilleur mondial à l'échec. Mais, nous dit-il, le jeu de Go, c'est un jeu qui se joue sans structure. C'est un jeu qui se joue par l'expérience et un peu le feeling. Et donc, il commence sa partie contre l'algorithme, et il perd. Il répond aux journalistes en disant « Oui, c'est normal, c'est pas facile de jouer contre un ordinateur, donc je vais me concentrer demain, vous inquiétez pas. » Deuxième partie, il joue de mieux possible, il se concentre, et il perd. Troisième partie, il joue du mieux possible, mais il commence à être angoissé, parce que vous savez que le jeu de Go se joue en 5 parties, s'il perd la troisième, il a perdu la manche. Il se concentre, il joue le plus possible automatiquement, tel qu'il a appris à jouer, et il perd. Et là, évidemment, les journalistes, et dans les magazines, et dans les livres, vous trouverez le constat que l'humanité, effectivement, a perdu contre l'intelligence artificielle. Mais si on fait une véritable radioscopie de ce qui s'est passé, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Il y a eu une quatrième partie. Et là, Lycédol, qui vient de perdre, il le sait, il entame la quatrième manche, en poussant les pions, mais c'est un type dégoûté, écœuré, anxieux pour l'humanité. Il se met à pousser. Et à chaque fois qu'il pousse un pion, l'algorithme se dit « Oh là là, ce coup-là, on ne me l'a jamais fait. Oh, puis celui-là non plus. » Tellement bien qu'à la fin de la quatrième partie, Lycédol a gagné. Et quand est-ce qu'il a gagné? Quand il n'est plus un algorithme. Quand il est enfin devenu un humain, qui s'est connecté à lui-même, qu'il a laissé exprimer ses émotions, et là, il a battu l'algorithme. Car on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas d'émotions artificielles. Comprenez? Les émotions, c'est du big data. C'est votre cerveau connecté au corps qui sait extirper et qui sait prendre de l'information qui vient de votre corps. Et dans ces cas-là, votre processus rationnel de savoir que vous êtes en train de jouer peut se retrouver avec une valeur ajoutée, entre autres. C'est quand même une histoire, ça, pour l'humanité. Vous voyez? C'est lorsque nous sommes face à des processus automatiques, nous avons la capacité de justement être bien mieux que les processus automatiques. Il y en a plein qui ont reçu l'invitation pour venir au programme Octave. Mais vous savez, ils ne sont pas là. Et vous savez pourquoi ils ne sont pas là? Ils ont trop de boulot. Ils sont là. Ils tirent le chariot. Le chariot, ici, plein de pierres, c'est la boîte email. Alors, ils ne peuvent pas perdre du temps. Et puis, vous savez, dans la journée, quand ils ont traité tous les mails, ils vont se rafraîchir les neurones en passant sur un tableur Excel. Et puis après, ils reviennent sur les mails et ils s'en vont le soir, contents parce que la boîte email est vidée. Alors, il y a un plaisir comme ça à vider la boîte quand elle se remplit plus vite qu'on peut la vider. Mais ça, c'est un peu pervers, mais c'est comme ça. Et donc, ils sont pas là, vous voyez? Ils sont pas avec nous, ils sont en train de tirer leur chariot. Ce qui, moi, me fait un peu de peine, c'est de voir la position de ce premier de cordée, comme disait l'autre, et la fatigue. Ici, on parle de fatigue physique, mais au quotidien, vous croisez les gens qui expriment une fatigue psychique. Et le pire est à venir, c'est-à-dire que les grandes opportunités, ils vont les rater. C'est la panne sèche dans la créativité, c'est la panne sèche dans l'innovation. Quand vous êtes face à des processus automatiques avec votre cerveau, n'attendez pas les grandes découvertes. Hein. Regardez. Ça, c'est le cerveau d'un de mes amis. Il n'est plus ami maintenant. Et je l'ai bombardé de questions. Vous voyez? Alors, action, par exemple, comme il ne bouge pas dans un scanner, je lui demande de se représenter l'engagement au tennis.
Cognition, je lui demande de faire des calculs mentaux, de me donner la racine carrée de chiffres, de faire des divisions, des soustractions. Perception, il a des filets odorants qui lui arrivent sous les narines et à lui de me dire s'il sent la menthe, l'anis, etc. Émotion, il entend les cris d'une femme, terrorisée, avoir du plaisir, être heureuse, etc. Et vous voyez qu'en fonction de ce qui lui arrive, il y a un engagement mental que vous pouvez voir matérialisé par ces taches de couleur. Alors avec un analyste, on a développé un algorithme. Nous, on pourrait être dans une pièce à côté. En fonction de ce qu'on voit s'activer, on pourrait dire, tiens, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Vous voyez, ce sont des activations, des mobilisations discrètes du cerveau. Mais votre constat de très loin, c'est que la plupart du cerveau, il est blanc. Enfin, il est endormi, quoi. Il travaille très peu avec son cerveau, quand il croit être hyper performant. Vous savez ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de développer une attention réactionnelle. Il répond aux sollicitations qui viennent de l'extérieur. Vous voyez? Eh bien, finalement, il utilise peu son cerveau. Et pourtant, il est heureux. Hein. Il va dire « Oh, mais j'ai travaillé 10 heures aujourd'hui. Je suis resté 10 heures au travail. Mais j'ai été juste dans mon attention réactionnelle. C'est zéro. » Parce que, je vais vous dire quelque chose, il faut que ça reste entre nous. J'ai fait quelque chose qui n'est pas éthique. Je lui ai dit, après avoir commencé les opérations pendant 15 minutes, « Écoute, j'ai besoin de prendre un café, je reviens. » Je suis sorti, je ne suis jamais revenu. Et je l'ai laissé dans la machine. Mais en partant, j'ai mis un magnétophone à ma place qui continue à le bombarder de questions. Et lui, au bout de 40 minutes, il se dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ici? Il devait venir dans une minute, ça fait 40 minutes. Et puis j'ai une machine stupide qui me pose des questions. Quand je me trompe, elle ne me corrige pas. Enfin, c'est Kafka. » Et regardez ce qui se passe 1h30 plus tard. Est-ce qu'on peut démarrer le film pour vous montrer qu'il est vivant? Là, c'est statique, mais il y a une vidéo, hein, normalement. Si vous cliquez, ça devrait marcher. Sinon, ce n'est pas grave. Donc, premièrement, mon algorithme ne peut plus me dire qu'est-ce qu'il fait avec son cerveau parce qu'il fait tout. Il fait tout. Et vous voyez ici son cerveau maintenant, alors que la machine continue à lui poser des questions, ça fait 1h30, il s'est mis dans une bulle. Il s'est mis dans une tâche, dans une fonction d'introspection. Il s'est dit, mais ce truc-là, c'est nul. J'arrête d'être ouvert au monde extérieur, je me mets dans ma bulle, et là, son cerveau, vous savez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de trouver les solutions aux problèmes qui lui avaient précédemment été posés. Ça, c'est le cerveau qui innove. Ça, c'est le cerveau qui trouve les solutions heuristiques. Personne n'y avait pensé. Vous voyez ici un cerveau qui bouillonne. Contrairement à ce cerveau qui répondait à toutes les injonctions et les sollicitations du téléphone, des gens qui passent autour de vous, etc. Là, vous avez un cerveau qui s'est mis dans sa bulle et qui est en train d'innover. Si vous ne me croyez pas, réfléchissez un tout petit peu aux grandes découvertes de ce monde. Vous vous rappelez, il y en avait un qui était dans sa baignoire. Et puis à un moment donné, il a senti une poussée qui allait du bas vers le haut. Il s'appelle Archimède. Il y en a un autre un peu plus tard, il était assis sous un pommier, il a senti une poussée qui va du haut vers le bas. Et il s'est pris une pomme sur la tête. Il s'appelle Newton. Il y en a un à Zurich, pas très loin d'ici, après avoir mangé, son métier c'était de donner des coups de tampon sur les feuilles pour valider les brevets. Il s'appelle Einstein. Eh bien, sa grande équation sur la relativité générale, il a trouvé dans un moment de torpeur, après avoir mangé, lorsqu'il avait justement ces gestes répétitifs à faire, c'est-à-dire qu'il s'est déconnecté du monde extérieur. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que les grandes découvertes de ce monde ne se sont pas faites quand vous êtes entouré des plus grands experts autour de vous qui vous parlent en permanence, qui ouvrent 10 fenêtres, qui ont 4 livres et qui ont 4 personnes, les grands experts qui vous parlent. Les grandes découvertes sont advenues quand nous étions dans cette forme d'attention introspective. Le sujet n'est plus actif, il est même immobile. Et j'aime bien cette phrase de Poincaré qui dit « Je trouve quand je ne cherche plus ». Le grand physicien, qui est le père de la physique quantique, eh bien, a eu ce génie de dire « Je trouve quand je ne cherche plus ». En anglais, pour les anglophones, on cite souvent Edison, vous savez, comme le père de l'innovation. Thomas Edison nous dit pas autrement « To have great ideas, have no idea ». D'accord? C'est ça le principe même. Alors,
J'arrive au troisième point, en finissant ma introduction, puisque j'ai encore 2 heures. Le cerveau du désir. Voilà, je suis censuré sur le désir, ça c'est quand même incroyable. Alors, comme je manque beaucoup de temps, je dirais que, pour faire référence à Saint-Augustin, là aussi je ne sais pas comment ils vont traduire, Saint-Augustin en anglais, Saint-Augustin nous disait que le cerveau, enfin, il nous parlait de 3 présents. Le présent du passé, en fait c'est ce qu'on appelle la fonction mnésique. De temps en temps, je peux me rappeler de mon passé et modifier mon comportement vis-à-vis du passé. Donc le présent du passé, comme je manque cruellement de temps, je vous dirais juste qu'il faut retenir, méfiez-vous de la mémoire humaine. Car la mémoire humaine a un talon d'Achille. Sa faiblesse, c'est le plaisir. Nous allons empiler dans notre mémoire toutes les informations perçues dans un contexte de défaite, un contexte de déplaisir. Vous voyez, pour venir ici, je suis venu à l'heure, mais j'aurais pu arriver en retard. Et j'aurais pesté contre les syndicats de Air France qui font jamais leur boulot, c'est pas possible, ils empêchent les autres de travailler, et je me serais confondu d'excuses auprès du comité d'organisation en disant vous vous rendez compte, et puis ce soir en partant, voilà, encore désolé de ce retard, et puis je rentre à la maison, je parle à mes enfants, vous vous rendez compte, j'ai vu les gens les plus importants de la planète, je suis arrivé avec 1 heure de retard parce qu'il y avait des grévistes, etc. Mais dans cet état-là, j'ai oublié que j'ai pris 100 fois l'avion Paris-Genève et que je suis toujours arrivé à l'heure précédemment. Que même la mission primaire d'Air France, c'est de me véhiculer d'un point A à un point B, sain et sauf. Eh bien ça, je l'ai oublié. Mais en revanche, le retard, je ne l'ai pas oublié. Vous vous rendez compte combien notre mémoire est prompte à amoncer nos défaites, nos écueils. Vous voyez? D'où, alors ça en France, on est mutant, hein. D'où la difficulté que l'on a, nous, d'opérer sur ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est-à-dire de se forcer, d'être conscient, de mettre des images positives dans cette mémoire qui, naturellement, n'aura de cesse que de vouloir empiler des images négatives. Donc, consciemment, je dois contrecarrer ce pouvoir de la mémoire et y mettre des images positives. C'est une démarche consciente. La psychologie positive. Le deuxième rapport au temps, c'est le présent du présent. Bien là, je vais vous dire simplement que quand vous avez des actions dans le temps présent, en présentiel, vos actions sont jugées par un système qu'on appelle le système de la récompense et qui vous dit, tiens, ce que tu viens de faire, c'est bien. Et quand vous avez ce petit jugement de ce que tu viens de faire, c'est bien, eh bien, vous avez de la dopamine dans le cerveau qui inonde votre cerveau et finalement, qui va faire que vos actions, qui normalement doivent être motivées, n'ont plus besoin d'être motivées puisqu'elles vont être déclenchées par l'invitation de recommencer, c'est-à-dire la quête du plaisir. Ça veut dire que le A de action deviendra addictus. En latin, c'est l'esclave qui doit payer ses dettes à son maître, c'est-à-dire disparition du libre arbitre. Toute personne qui vit le temps présent, je veux tout de suite et maintenant, qui ne peut pas attendre que vous ne répondiez pas à ses mails, est une personne qui est en quête en permanence de cette dopamine, c'est-à-dire du plaisir, avec justement le libre arbitre qui disparaîtra. Ces actions ne seront plus motivées et en plus, ces actions ne seront pas optimum. Donc, arrive mon troisième temps, c'est pour moi le siège de l'humanité, c'est la partie rouge du cerveau. Sénèque nous dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Eh bien, la boussole que nous avons, nous, en tant qu'humains, et nous sommes les seuls sur la planète à la posséder, cette boussole, c'est les lobes frontaux, c'est la machine qui nous véhicule vers le futur. C'est ça le désir. Le désir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la simulation mentale de la récompense à plaisir. Je recommence. Le désir, c'est la simulation mentale de la récompense à venir. Je ne la consomme pas, je la simule. Et puis quand elle adviendra, si le désir a précédé le plaisir, à ce moment-là, mes problèmes d'addiction disparaîtront. Voilà, pour faire court, toute situation que vous ressentez de gratification, si elle a été précédée par une phase plus ou moins longue de désir, sera toujours la possibilité de voir des actions motivées et le libre arbitre s'exprimer. En gros, plaisir sans désir, addiction. En revanche, désir sans plaisir, parce que quand vous êtes porteur de désir, que vous simulez la récompense à venir, il faut bien un jour qu'elle advienne cette récompense. C'est-à-dire que s'il n'y a pas retour sur investissement, désir très haut, plaisir à la fin très bas, ce hiatus, vous savez comment on l'appelle en clinique? Burn-out. Et c'est ça qui me conduira à décrire les 4 types de tempéraments que vous pouvez croiser. J'espère
dans vos entreprises ou autour de vous. Vous avez ceux qui représentent la majorité. Ce que vous voyez, satisfaction motivationnelle, c'est parce que vous donnez des questionnaires, les gens répondent aux questions. Et bien, ce qu'ils vous disent, moi, satisfaction motivationnelle, je ne suis pas manager, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tant que neurobiologiste, je sais que ça s'appelle plaisir. Donc on mesure sur une échelle de 0 à 100 l'index du plaisir. Le sujet vous dit « j'aime mon travail ». Mais si vous avez une webcam, vous voyez le sujet qui vous dit « j'aime mon travail » et en fait il a prévu de partir à 5h, 17h, et à 17h moins 5, il a tout réuni sur son bureau, il s'est lavé les mains, il attend. Et derrière lui, il y a une pile de cartons qui s'effondre avec des denrées alimentaires. Si vous ne faites rien, tout est perdu. Mais lui, il voit le problème, il regarde sa montre, il tourne le dos au problème, il attend 5 heures et il s'en va. Sujet qui a du plaisir, il vous l'a dit, et il le témoigne, mais l'engagement, donc le désir ici, il est très faible. Puis vous avez l'inverse, en orange, des sujets qui se lèveront de plus en plus tôt le matin, qui vont amener leur ordinateur portable le week-end et qui décrocheront jamais. Ils sont porteurs de désir, vous voyez? Et le drame, parce que je les appelle les malheureux, le plaisir est très faible au rendez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que le patron, qui lui avait donné une mission, en discutant avec un manager, en disant « tu te rends compte, il a atteint l'objectif ». Il n'y en avait aucun qui l'avait atteint avant lui. Puis moi-même, je ne croyais pas qu'il atteindrait, mais il a atteint, tu te rends compte. Bon, bah, tu lui rajoutes une prime sur son bulletin de salaire. Croyez-vous que c'est le plus gratifiant pour le cerveau? Non. Non, la prime, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les systèmes de la récompense. Si c'est le seul levier de motivation, vous allez même en créer un addictus. Le jour où il n'a pas la prime, il vient vous casser la figure. Parce que vous l'avez rendu dépendant, comme celui qui s'injecte de l'héroïne, de la cocaïne. Ce sont les mêmes processus. Donc pourquoi ici il y a un hiatus entre désir et plaisir? Parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'en fait, ce qui est le plus gratifiant pour le cerveau, c'est la reconnaissance sociale. Que la prime est un moyen de témoigner qu'il y a une reconnaissance, mais il va falloir rajouter d'autres couches, qui sont justement toute cette sphère du cerveau social que j'aimerais, dans les 5 minutes, malheureusement que je viens d'apercevoir maintenant, traiter. Donc notre cerveau est un puissant fond en matière de reconnaissance sociale. Et ça, c'est le plus important, j'y reviendrai. Bien, je vous sens bien, donc je pense que vous êtes situé dans le petit carré vert en haut. Désir et plaisir au rendez-vous. En fait, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a des règles de management. Si le groupe qui travaille est inférieur à 20-25, ça marche tout seul. Il y a une contagion. Les gens se quittent le vendredi soir, sans aucune consigne, ils sont fatigués. Ben, le samedi, ils se retrouvent, peut-être en short, mal rasés, pas maquillés, mais ils sont là. Et sans aucune consigne. Et ils partiront quand ils auront fini, parce qu'ils baignent dans le plaisir. Vous comprenez que là, on trouve les startups. Enfin, on va retrouver des groupes qui travaillent à moins de 20 personnes. Au-delà, ce n'est pas fichu, hein, ne soyez pas pessimistes. Simplement, il y a des méthodes à mettre en place. Bon, alors on va avancer, parce que là, j'ai fini mon introduction, mais... Non, je ne reparlerai pas. Je termine sur le cerveau social, sur la reconnaissance. Et oui, sachez que le propre du cerveau humain, que n'ont pas les autres espèces, comme je vous l'ai dit, c'est d'être une chambre d'écho de l'autre. Quand l'autre n'est plus là, ça résonne, ça continue à résonner. Et quand vous regardez dans la nature, ce qui se passe, il y a cette droite orange. Ça veut dire que ça, c'est le poids corporel, body weight, hein, excusez-moi pour les diapos, j'ai oublié qu'il fallait les préparer en anglais, mais vous avez le poids corporel et le poids du cerveau. Et vous avez que la plupart des animaux sont sur cette droite orange. C'est-à-dire que Dieu ou la nature, selon votre point de vue, a prévu de mettre un cerveau proportionnel au corps. Mais vous voyez qu'il y a des animaux qui sont en droit de réclamer à Dieu un peu plus de matière grise, c'est le cas de l'hippopotame. Vu son poids, il est au-dessous de la courbe. Vous voyez, Trump, pour moi, là, autour de 100 kilos, il est par là, vers le port. Hein, il est bas. Mais ce qui est intéressant, et ce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il y a 3 points au-dessus. Vous voyez, qu'il y a un surplus de matière grise par rapport au poids corporel. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces 3 espèces? Dépêchez-vous, il me reste 3 minutes. Ils sont sociaux, voilà. Ils vivent en groupe.
Et ce n'est quand même pas des managers que je vais devoir vous convaincre que c'est complexe de gérer les autres. C'est complexe de comprendre les signaux faibles, le langage non verbal. Et quand vous regardez, et quand on voit un coefficient de 1, c'est que l'animal ici, ce sont que des primates, il a un cerveau tel que Dieu ou la nature avait prévu. Donc il n'y a pas de surplus. Eh bien, le seul qu'on trouve en point J, regardez, la taille du groupe dans lequel il évolue, c'est 1, quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal solitaire qui va vivre juste en couple le temps de copuler. Et ensuite, il vit seul. Ben, il n'a pas besoin de cerveau en plus. Mais regardez maintenant, c'est une échelle logarithmique. Un cerveau 2 fois plus gros, 3 fois plus gros, 4 fois, 5 fois, etc., etc., en fonction de la taille du groupe dans lequel vous évoluez. Et ça, c'est un message d'optimisme quand on voit l'avènement des réseaux sociaux. Notre cerveau n'a de cesse et a une grande appétence à palper le pouls des autres. Et quand ils ne sont pas là, ben les réseaux sociaux sont là pour établir et continuer à maintenir le lien. Voilà l'exemple même du cerveau social. Lui, alors, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les neurosciences peuvent nous aider à définir le leadership, le charisme, les jugements moraux. Tout ça, on va le retrouver dans ce que je qualifie aujourd'hui avec vous de cerveau social. Lui, là, il fait preuve d'un grand leadership. Il met les mains sur la tête et il y en a 80 000 qui mettent les mains sur la tête. On rêverait de ce principe-là au travail. Hein, c'est l'exemplarité. Mais il y a quelque chose qui les unit. Et évidemment, ce cerveau social ne fonctionne que selon un principe qui est celui de l'appartenance. Il y en a 2 que vous avez pu détecter qui n'ont pas les mains sur la tête. Ils portent des maillots jaunes. Lui et lui. Vous voyez? Là, il n'y a pas d'appartenance. Donc le cerveau social ne s'exprime que si je qualifie l'autre d'ami, que si je qualifie l'autre de semblable. Vous voyez, les seules personnes qui n'ont pas eu mal au doigt quand je montre cette image, ce sont des psychopathes. Mais en vertu de ce cerveau social qui fait que l'on raisonne, vous l'avez vu sur l'image précédente, dans le comportement, on raisonne aussi dans nos émotions. La personne qui a mal, j'ai mal avec elle. Vous voyez? Et quand quelqu'un court devant moi et trébuche, se blesse, je le soulève. Est-ce que vous croyez que je réponds à la table de Moïse? Non. Je vis son genou saigner et en relevant cette personne, je mets fin à ma douleur. En revanche, si cette personne vient d'arracher le sac à main d'une dame et elle tombe devant moi, elle se blesse, elle a même une fracture ouverte, je vois le tibia sortir du pantalon. Est-ce que j'ai mal à ma jambe? Non. Où est-ce que j'ai mal? À mon portefeuille. Vous voyez, c'est un principe de résonance qui fait que nous avons, si nous sommes en face à face, en B2B, j'ai mal avec la personne, et puis s'il y a une deuxième personne on est tous en train de se déplacer avec des cercles concentriques, et s'il y a une deuxième personne dans un deuxième cercle, elle va annuler la présence de la première personne. Et j'ai mal avec mon portefeuille et non plus mal à ma jambe. Vous voyez ici l'expression d'un jugement moral. J'ai aidé, assisté une personne en danger, et maintenant, elle vient de tomber devant moi, est-ce que j'ai mal? Non, je mets mon pied sur son dos en attendant que la police vienne l'arrêter. C'est un jugement moral. Vous voyez, le cerveau sécrète des jugements moraux. Après 7 ans, quand vous annoncez à un enfant « Pépé est mort » et qu'il continue à jouer au Lego, s'il a moins de 7 ans, ne dites pas « on va l'emmener chez un pédopsychiatre, il ne va pas bien. Hein. On en a fait un psychopathe ». Non, le cerveau social se développe après 7 ans. Et la religion est là pour nous rappeler le cadre. Parce qu'après, il y a les déviants qui font que quand vous voyez des gens faire des choses, vous avez aussi le même désir. Et je termine pour vous rassurer. Voici ici un exemple d'expérience que j'ai conduit il y a quelques années. Je montre à des étudiants des bonbons Haribo verts ou jaunes. Vous voyez, un crocodile. Et je leur demande, qu'est-ce que vous préférez, le crocodile vert ou le crocodile jaune? Le crocodile jaune, vous ne le voyez pas, mais le crocodile, quand il est vert, la note est de 5 sur 10. Quand le crocodile est jaune, la note est de 3 sur 10. Donc, ils ont détesté le crocodile jaune. Vous savez pourquoi? Eux, ils vont nous dire, c'est parce que j'aime pas trop les bonbons acidulés. C'est pas ça la raison. La raison, c'est la dissonance cognitive. Des crocodiles jaunes citron, vous en croisez pas beaucoup dans la rue, mais des verts, ça peut arriver.
En revanche, ce que je fais maintenant sur le crocodile jaune que tout le monde déteste, je demande juste à quelqu'un de se saisir ce crocodile. Eh bien, regardez la note. Maintenant, celui que tout le monde détestait, tout le monde le veut. 8 sur 10. C'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Et donc la religion est là pour continuer à créer du lien, et que s'il y a des déviants qui pourraient entraîner les autres, parce que vous voyez, à la quête, il y en a un qui, au lieu de mettre des billets, il prend les billets, il le fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, vous venez, vous galérez en vélo avec un vélo rouillé à l'église, lui, à chaque fois, il y a la quête, il prend les billets, et au bout d'un moment, vous voyez qu'il est en costume, qu'il vient en Ferrari, puis vous êtes avec votre vélo rouillé. Ben, au bout d'un moment, selon ce principe-là, vous serez enclin à suivre les déviants. Et la religion est là pour nous rappeler le cadre, qui est un cadre naturel au départ. Voilà. Bon, j'ai pas le temps. Je vais terminer sur ça parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'incompréhension sur le thème du cerveau social. Vous êtes probablement, à l'heure que je vous parle, en train de vous dire il abuse un peu parce qu'il y a des animaux sociaux autant que les hommes. Et c'est vrai. Il y a les abeilles. Vous êtes un peu jeune là, mais vous ne connaissez pas Édith Cresson. Édith Cresson parlait du péril jaune. Alors, je ne sais pas si elle parlait du frelon asiatique, mais c'est ça le péril jaune aujourd'hui. Le péril jaune, c'est ce frelon asiatique qui rentre dans une ruche et les abeilles viennent se suicider. Elles vont se faire piquer parce que lui peut piquer autant de fois qu'il veut. Donc ça, c'est de l'altruisme. C'est une position égocentrée par rapport à l'animal, par rapport à sa descendance, et il se suicide. Ça, c'est de l'altruisme. Ce dont je vous ai parlé depuis le début sur le cerveau humain, c'est un cerveau social, c'est-à-dire un cerveau empathique. L'empathie, ce n'est pas l'altruisme. L'empathie, c'est la possibilité de quitter notre corps, de nous glisser dans le corps d'un autre et de voir le monde avec son point de vue, pas le nôtre. Vous voyez, même si elle a des gros yeux, là, eh bien, elle n'est pas en train de prendre le point de vue de l'autre. Elle agit pour elle-même. C'est pour ça que je terminerai en vous rappelant ce proverbe perse qui nous dit « Si tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter. 2 fois plus que tu ne parles. Le manager neuro-amical, c'est celui qui sait être à l'écoute. » Merci beaucoup pour votre attention.